Les vraies voix Sud Radio. Philippe Rossi. Et les vraies voix sur Sud Radio, c'est l'heure de notre grand débat. Un mois après les violences survenues à Dijon, Jean Castex a exprimé son soutien aux policiers lors d'un discours à Dijon même, accompagné de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Eh bien, Jean Castex s'est dit scandalisé par les violences, a promis des effectifs, en tout cas aux policiers de Dijon. Le gouvernement combat-t-il assez les violences et le communautarisme? 0826 300 300, on vous attend nombreux. Et vos votes sur les réseaux sociaux. Pour le moment, c'est un grand non à 82%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et on en débat avec Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR du Val d'Oise, rapporteuse du texte sur l'islam politique en France. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, madame la sénatrice, et Bruno Bartocchetti, secrétaire national de SGP Police FO, chargé de la zone sud. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bonsoir à vous, évidemment, nos vraies voix qui sont avec nous, Sophie Darel, Philippe Bilger, Philippe David. Bruno Bartocchetti, je vais commencer avec vous. Vous avez le soutien du Premier ministre, Jean Castex, qui a annoncé des effectifs supplémentaires. Alors évidemment, il parlait aux policiers de Dijon pour le moment, hein. On va voir dans les semaines et les mois à venir. Bruno Bartocchetti, après des semaines de troubles, ça fait du bien d'avoir le soutien du Premier ministre et surtout le soutien de son ministre de l'Intérieur? Écoutez, ça fait du bien. Après, on attend les actes et bien évidemment, on peut se satisfaire déjà dans un premier temps de leur démarche en nous rencontrant les policiers, en rencontrant les syndicats. On voit que notre nouveau ministre bat le terrain pour aller à la rencontre des policiers. Donc c'est un signe fort. Espérons que ça ne s'arrête pas à des paroles, on attend des actes. Vous savez, on a renforcé dans la police nationale et à l'issue des sorties d'école, le renfort se fait essentiellement sur Paris et sa région. En province, on est victime à Dijon, mais ailleurs également, dans tous les coins de la France, on a besoin d'effectifs pour fonctionner, en espérant qu'on soit entendu sur tout l'Hexagone. Alors justement, votre syndicat, hein, SGP Police FO, mais d'autres aussi, dont Alliance, et il y en a d'autres, tous les patrons de syndicats ont rencontré le nouveau ministre de l'Intérieur il y a 2 jours, Gérald Darmanin. Est-ce que vous avez eu un écho, Bruno? Comment ça s'est passé? Et quel retour vous avez eu de votre syndicat, en tout cas? Mais écoutez, la première chose à retenir, c'est que il met l'accent sur les conditions de travail et de vie des policiers. Et je crois qu'il a compris très rapidement qu'au-delà des effectifs qui sont attendus dans les services pour fonctionner, il y va aussi de la condition de vie des policiers. Et à partir du moment où le message, comme il a tenu, reste humain, parce que le policier, bien sûr, il rentre tous les soirs chez lui comme n'importe quel citoyen, il a besoin d'être rassuré à travers les propos, mais aussi à travers des actes, nous donne quand même un certain espoir dans la mesure où les propos ont été bien perçus, en tout cas dans un premier temps, entre lui et les représentants des syndicats. Entre nous, parlons vrai, vous êtes soulagé qu'il n'y ait plus Castaner à la tête du ministère? Vous savez, très sincèrement, je suis mal placé pour faire le procès de quelqu'un, et encore moins de Castaner qui est parti. Moi, j'ai envie de retenir l'ensemble de son travail. Est-ce que tout doit être à rejeter? Je n'en suis pas sûr. Donc, c'est difficile. Je ne veux pas qu'on reste sur une mauvaise note, même si la note, c'est vrai, a donné un mauvais accent à cette symphonie. Alors, on se souvient des violences. C'était entre le 12 et le 15 juin, Philippe David, à Dijon, avec la communauté tchétchène qui, pendant 3 jours, a débarqué là-bas et a mis Dijon, j'ai envie de dire, entre guillemets, à feu et à sang. Puisqu'on parle de communautarisme, la radicalisation islamiste est une réalité dans toute la France. Ça, c'est ce qu'a dit et c'est ce que met en avant une commission, la commission d'enquête sénatoriale sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre. Commission d'enquête dont Jacqueline Eustache-Brinio, la sénatrice du Val d'Oise qui est avec nous, vous en êtes la rapporteuse. Jacqueline Eustache-Brinio, c'est maintenant ou jamais qu'il faut réagir? Sincèrement, c'est maintenant ou jamais. Ce phénomène-là, il n'est pas nouveau, il s'est accentué, ça fait une vingtaine d'années qu'il s'inscrit clairement dans notre territoire. Aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ce qu'on a accepté. D'ailleurs, vous parlez de Dijon, je vais juste faire un lien entre les deux. Quand on voit que c'est les imams qui ont réglé le problème de Dijon, on peut voir qu'il y a un vrai souci. C'est juste la réalité. Mon rapport, c'est 6 ou 7 mois de boulot qui prouvent, et tout le monde, toutes celles et ceux que nous avons auditionnés le constatent, qu'il y a un islam politique et un islam qui prend une part importante dans même le régalien. Et Dijon en est l'exemple concret. C'est pas la loi, c'est pas la République, c'est des imams qui ont fait cesser ces espèces d'émeutes religieuses, ethniques, tout ce que vous voulez, dans une ville. C'est juste insupportable. Ça prouve bien qu'à un moment, la République ne passe plus, clairement. Là, c'est l'exemple concret, le lien, il est parfait. Du coup, très sincèrement,
si on ne prend pas conscience qu'aujourd'hui, cet islam politique veut, dans certaines régions, pas partout, faire passer ces normes religieuses avant les lois de la République, c'est être dans le déni. Et c'est envoyer la France dans le mur. Et ça, c'est juste insupportable. Donc, non, ça réagit beaucoup pour ce rapport, mais il est juste une réalité écrite, officielle, parlementaire, de ce qui se passe dans ce pays. Alors vous proposez, la commission propose 44 mesures, 44 propositions, j'en cite quelques-unes, le rétablissement de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, mais également la réactivation de la police des cultes, et puis vous invitez également les associations cultuelles à la transparence financière. Alors on en parle beaucoup de ces propositions et ces mesures, j'ai l'impression que depuis des années, c'est les mesures que tout le monde propose, mais personne ne fait rien. Qu'est-ce qui va changer là dans quelques semaines, Jacqueline Eustache, avec cette commission d'enquête? Est-ce que c'est pas encore un texte Georges Fenech avait dit ça, il avait dit c'est un très beau texte, mais un très bon rapport, mais malheureusement ça fait des années qu'on en parle et personne ne va agir. Je suis pas sûr qu'il l'ait lu parce qu'il est sorti hier, donc j'espère qu'il a eu le temps de le lire. En tout cas, je voudrais juste remettre le contexte de cette commission d'enquête. Moi, je souhaitais que cette commission d'enquête, qui est officielle, c'est pas rien une commission d'enquête parlementaire, elle pose un problème de société. Souvent, les commissions d'enquête parlent de restructuration du service de l'État, enfin bon, bref. Là, aujourd'hui, c'est une commission d'enquête qui pose un problème de société, un problème qui se pose à la France aujourd'hui. Effectivement, depuis un certain temps, mais aujourd'hui, on pose beaucoup même, ce qui ne fonctionne et qui ne fonctionne pas. Par exemple, et vous ne l'avez pas cité, mais il y a quelque chose sur lequel j'insiste, c'est se poser les questions de financement de certaines associations. Il y a des associations qui reçoivent de l'argent public et qui mettent en place tout ce qu'il faut pour être contre les valeurs de la République. Posons-nous la question, est-ce que l'argent public doit être dépensé pour des gens qui travaillent et qui œuvrent contre la République? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Est-ce qu'on contrôle l'argent d'associations auxquelles on confie la prise en charge de mineurs dans le cadre de loisirs, dans le cadre du soutien scolaire, sans même vérifier s'ils en ont les compétences et sans vérifier le contenu? Tout ça, ce sont des choses que nous posons et qu'il est grand temps de poser. Et je voudrais juste finir sur ce sujet. On a auditionné à la fin de la commission le secrétaire d'État qui n'est plus à ce poste-là, Attal, qui avait un discours très ouvert, très tolérant sur les associations. Quand on l'a auditionné, il a quand même convenu qu'effectivement, il y avait des questions à se poser, y compris dans les financements publics. Donc tout ça est extrêmement important. Et puis je pense qu'il faut simplement accepter de dire qu'il y a une minorité qui gesticule et qui veut nous imposer ces normes religieuses, qu'il faut dénoncer. Alors même si c'est au prix de la détestation, c'est pas le souci. Tiens, Bruno Bartocchetti, policier qui est avec nous, secrétaire national de SGP Police FO. Alors vous êtes chargé de la zone sud. Quand vous allez sur le terrain, vous la sentez, cette radicalisation islamiste dont nous parle Jacqueline Eustache-Brinio? Oui, on la ressent et nos policiers des renseignements territoriaux font remonter bien sûr tous les excès, toutes les dérives qu'il peut y avoir. Et là, il faut se donner les moyens sans tabou, sans rougir, de rejeter effectivement cette radicalisation. Moi, je suis pas un spécialiste, mais il y a une hiérarchie. Bon, je prends l'exemple de l'Église catholique. Il y a une hiérarchie entre les évêques, les prêtres et autres. Chez les imams, c'est beaucoup plus difficile de déterminer celui qui a envie de peut-être prôner la bonne parole. Enfin, excusez-moi, j'emploie pas peut-être le bon terme, et ceux qui sont là pour mettre en péril effectivement les principes de notre République. Et donc ça a été bien mieux exprimé que moi à l'instant, mais c'est vrai qu'on ressent par endroits cette radicalisation. De nombreuses notes remontent, je pense qu'elles sont très, très pertinentes, et il faut se donner les moyens bien sûr de rejeter cette radicalisation qui s'exprime dans plusieurs endroits de l'Hexagone et bien sûr aussi dans notre zone sud. Allez, on va poursuivre le débat dans quelques instants. Les vraies voix. Un mois après les violences survenues à Dijon, le Premier ministre a exprimé son soutien aux policiers lors d'un discours à Dijon même, accompagné de Gérald Darmanin. Jean Castex s'est dit scandalisé par les violences. Il a promis des effectifs. Le gouvernement combat-t-il assez les violences et le communautarisme? 0826 300 300. Venez débattre avec nous, on vous attend. Et les réseaux sociaux toujours. 82% de nos auditeurs qui répondent non à la question dans quelques instants. Qu'en pensent nos vraies voix? Sophie Darel, Philippe David, Philippe Bilger. On revient avec eux pour poursuivre notre débat. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Rossi.
Allez, les vraies voix sur Sud Radio, on poursuit notre débat. Un mois après les violences survenues à Dijon, Jean Castex a exprimé son soutien aux policiers lors d'un discours, c'était à Dijon même ce matin, accompagné, Jean Castex, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Jean Castex qui s'est dit scandalisé par les violences, qui a promis des effectifs. Le gouvernement combat-il assez les violences et le communautarisme? Le 0826 300 300, on va vous entendre sur le sujet dans quelques instants. Et sur les réseaux sociaux, le compte Twitter notamment de Sud Radio, c'est toujours un grand nom à 82%. Nos invités pour en débattre, Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR du Val d'Oise, et Bruno Bartocchetti, secrétaire national de SGP Police FO, chargé de la zone sud. Et puis évidemment, nos vraies voix qu'on va entendre dans une poignée de secondes, Philippe David, Philippe Bilger, Sophie Darel, le gouvernement, et puis surtout Jean Castex, et puis Gérald Darmanin qui était sur place, qui a promis des effectifs à Dijon pour le moment. Bruno Bartocchetti, est-ce que c'est un indice? Est-ce que c'est un geste fort d'assurer des effectifs à Dijon? Est-ce que vous en espérez peut-être un petit peu partout, peut-être dans la zone sud? Voilà, il ne faut pas attendre un événement pour parler de renfort. Donc on se satisfait de cette annonce. Ça prouve qu'il se rapproche du terrain, des policiers, et qui prend très très rapidement en main les mesures à appliquer. Toutefois, si les effectifs qui sortent de l'école de police renforcent Paris sur de nombreuses années, il est important qu'on ait aussi un retour de ces policiers parisiens qui souhaitent rejoindre la province, mais au-delà de leurs conditions de vie, il est important de renforcer des villes. Vous savez, on vient de finir une commission nationale. Vous avez à peu près 75% des grandes circonscriptions de France et qui n'ont pas été renforcées en effectifs. Donc, si on doit attendre l'année prochaine, parce que c'est une fois par an, un renfort d'effectifs dans ces circonscriptions, ça risque d'être que oui, parce que ce que vous expliquez, c'est que quand les policiers, les gendarmes sortent des écoles, ils ont souvent aussi, en tout cas ceux qui sont de province, envie d'aller exercer en province, mais pour le moment, en tout cas en premier lieu, on les réserve à Paris, les grandes villes. C'est ça que vous nous expliquez. Exactement. Bruno, vous avez un an d'école et 95% des policiers qui sortent d'école sont affectés en région parisienne. Il faut attendre de nombreuses années avant de les voir venir. On a besoin d'effectifs. Il est important aujourd'hui de faire un appel d'offres dans beaucoup de circonscriptions, Toulouse, Lyon, Marseille, Montpellier, pour que justement on puisse renforcer ces villes. Il y a encore des efforts à faire. Ça ne doit pas rester uniquement des mots, des annonces. On se satisfait de ces annonces. Ce qu'on trouve de très positif de la part de notre ministre, c'est qu'il a rencontré très rapidement les policiers. C'est très intéressant qu'ils soient allés à Dijon, mais voilà, il faut qu'ils prennent la bonne mesure sur l'ensemble du pays. Dijon a parlé, cette ville a parlé d'elle ces derniers temps, malheureusement, mais voilà, mais vous avez d'autres circonscriptions qui souffrent d'un manque d'effectifs. On ne peut pas laisser la sécurité à la charge des municipalités avec des policiers municipaux prendre en main la sécurité. C'est insuffisant, même si je respecte le travail des policiers municipaux. Ils ont une formation, ils sont aguerris, mais la police municipale a un coût et toutes les villes ne peuvent pas se payer une police municipale. Donc ça risque de donner une sécurité à deux vitesses. Et puis il faut un vrai encadrement, c'est ce que vous nous disiez, vrai encadrement dans les banlieues. Tiens, Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice LR du Val d'Oise, vous êtes sénatrice depuis 2 ans, mais avant vous étiez maire de la commune de Saint-Gratien. Est-ce que vous vous rappelez lors de votre mandat de maire comment agissait? Est-ce qu'il y avait assez d'effectifs? Est-ce que c'était des policiers municipaux? Comment était géré tout ça dans votre petite ville à l'époque? Moi, je veux dire, j'ai toujours, quand j'étais 17 ans maire, et après, avant j'étais maire adjoint, j'ai toujours refusé de dire que la police municipale était là pour assurer la sécurité. La police municipale, elle est là pour la police du quotidien, pour faire le lien avec les commerçants, la population, mais c'est à l'État qu'il revient d'assumer la sécurité des citoyens, et je partage tout à fait ce qu'a dit le représentant de syndicat policier. C'est en complémentarité. Voilà, parce qu'il y a du lien, parce qu'ils travaillent ensemble, mais c'est à la police nationale ou quand c'est en gendarmerie, en zone gendarmerie, d'assumer la sécurité des citoyens. Moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit à l'instant, que le Premier ministre et que le ministre de l'Intérieur apportent leur soutien aux policiers, ça me paraît, mais quand même, à mon avis, le b.a.-ba d'une fonction comme celle-là, et je pense que nous devons 24 heures sur 24 soutenir les forces de police. Le problème du fond, vous avez raison, il y a un problème d'effectifs, c'est vrai, mais il y a un problème de réponse judiciaire et de sanctions aujourd'hui qui est le premier problème de la réalité de ce pays. Nous sommes dans un pays où l'autorité n'existe plus. Il n'y a plus d'autorité. Dès qu'on dit non, on se fait insulter. Vous savez, moi, dans les combats que je mène, et depuis longtemps, contre cet islam politique, contre plein de choses,
moi, je me fais insulter, ça me fait rire parce que du coup, ça les dérange. Donc, ils me font très plaisir en m'insultant. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Pas d'autorité de ce pays. On conteste tout le temps l'autorité. Et derrière, il n'y a pas de réponse ni pénale, ni de sanction. Je n'ai pas dit qu'il fallait envoyer tout le monde en prison. Ce n'est pas ça le souci. Aujourd'hui, il va falloir qu'on nous explique comment un ministre dit qu'il faut être sévère, fermeté, etc. Et un garde des Sceaux qui est plutôt le fait de vider des prisons plutôt que d'en construire. Parce que je pense que c'est un peu... C'est le en même temps. C'est le toujours, oui, ça. Et aujourd'hui, toujours le en même temps. C'est la même chose. La même chose. La prison, c'est pas bien. La prison, on n'y dort pas bien. Bah ouais, il faut juste pas y aller. Comme ça, on évite de mal dormir. Voilà. Donc, du coup, le problème, il est là. C'est la police, on peut... Et je comprends qu'il y a des manques d'effectifs. Mais tant que tous ces délinquants qui provoquent la République, qui tapent sur la police, ils vivent dans l'impunité complète, parce qu'il faut en faire pour avoir une sanction. Il y a une justice qui peut, certes, manque aussi de moyens, ça je ne le nie pas, mais il est là le problème de fond. Il est là. Alors, Philippe Bilger. Je voudrais répondre à la question, et bien sûr, j'approuve en grande partie ce que vient de dire Madame la sénatrice. Mais par rapport au pouvoir précédent, je note un net infléchissement. Tout de même, rien que le contraste est éclatant. Nous avons un Premier ministre qui a mis en avant l'exigence de sécurité et il l'a rappelé en allant dans un commissariat. Il le rappelle chaque jour en accompagnant systématiquement le ministre de l'Intérieur dans des endroits qui ont connu le pire. Il fait en sorte que 20 policiers supplémentaires arrivent à Dijon. Et surtout, ce qui m'a paru intéressant dans son intervention à Dijon, c'est qu'il a relié, comme vient de le souhaiter Madame la sénatrice, à la fois le problème policier, les moyens et l'intervention judiciaire. Pardon, c'est la première fois que j'entends un Premier ministre relié de manière très... Il s'en remet pas d'ailleurs d'avoir entendu un Premier ministre dire ça. De manière très éclatante, à la fois la police et l'action de la justice. Si elles ne sont pas coordonnées, cohérentes l'une et l'autre, on n'aboutira à rien. Donc je pense qu'il y a un progrès très net, pour l'instant en tout cas. Les actes vont venir, je l'espère. Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, c'est un bon signe, Philippe. C'est 20 policiers supplémentaires sur la ville de Dijon. Bien sûr. Eh oui. Bien. Il y a peut-être un indice sur ce qui va se passer par la suite, peut-être. Mais on peut mettre 300 et surtout policiers. Surtout le Premier ministre qui accompagne en permanence le ministre de l'Intérieur. Manifestement, c'est une préoccupation qu'il prend en charge. Mais on peut mettre 300 policiers en plus à Dijon, pourquoi pas? S'il n'y a pas de réponse judiciaire, il y a un drame en France et on met la poussière sous le tapis. C'est l'ordonnance de 45 qui garantit l'impunité aux mineurs. J'ai quelqu'un de policier dans ma famille qui me racontait le cas d'un mineur 65 ou 67 fois arrêté pour coups et blessures, vol avec violence. Non mais je peux parler, agression, etc., etc. Il n'avait pas passé une minute en prison. Mais comment voulez-vous qu'on lui dise l'État a une autorité? Moi il me disait, mon neveu, quand on l'arrête, il se fout de notre gueule. Il se fout de notre gueule. Oui, c'est quand même problématique. Mais... Vous n'allez pas faire de votre exemple que vous aimez citer l'ensemble de la justice des mineurs. Les mineurs ont une impunité totale en France, ou quasi totale, c'est une réalité. Mais regardez ceux qui agressaient Madame Eustache-Brinio chez elle, et quelle a été la réponse de la justice? Zéro. Mais non, je peux intervenir vous êtes... Allez-y, Philippe Bilger, et juste après Madame la sénatrice, je vous donne la parole. Philippe, juste en réaction à ce qu'a dit Philippe David. Madame la sénatrice, je vous laisse volontiers la parole. Alors allez-y, Jacqueline Eustache-Brinio. Ce dont vous venez de parler sur la délinquance des mineurs, nous sommes complètement à l'ouest sur ce sujet. Le problème, c'est qu'on ne veut pas admettre qu'aujourd'hui, la délinquance des mineurs, elle est d'une violence extraordinaire. Vous avez des mômes de 13 ans qui commettent des actes qu'on n'aurait même pas imaginés il y a 20 ans. Donc pour le coup, évidemment, ce n'est pas des millions, mais il y a des mineurs. La prise en charge des mineurs aujourd'hui en France, elle est liée à une prise en charge sociale qui en fait n'a pas de doctrine qui a évolué sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on veut absolument maintenir le lien avec les familles, maintenir le lien avec leur environnement, alors qu'on sait qu'ils vont se construire entre 13 et 18 ans dans une aggravation de leur comportement face à la justice et face à l'interdit. Moi, je pense qu'il faudrait réfléchir pour certains gamins,
comme l'ont fait les Canadiens d'ailleurs, à enlever de leur milieu. Alors c'est vrai que le mot peut choquer, mais il y a des gamins qu'on sauverait en ne les laissant pas dans leur famille, dans leur milieu, dans leur quartier, continuer à se construire dans la délinquance avec une graduation extrêmement... Moi, je vais vous donner un exemple concret. Il y a eu récemment, dans mon secteur, des jeunes qui ont été abattre un gamin à Épinay. Vous avez entendu certainement parler de cette histoire. Vous avez entendu parler de cette histoire. Je les connais les deux. Parce que tout se sait. Voilà. Ben, l'un d'entre eux, je ne dirais pas lequel, tout juste majeur, il est connu pour des faits graves depuis l'âge de 13 ans. Voilà. Peut-être si ce gamin, dès 13 ans, alors je ne dis pas qu'il faut faire des mesures brutales, on avait fait une évaluation de lui-même, de son environnement familial, pour éviter qu'il se construise depuis l'âge de 13 ans dans la délinquance qui s'accentuait tous les ans, il n'en serait peut-être pas là. Donc à un moment, effectivement, il va falloir un petit peu remettre en cause toute la manière dont on prend en charge ces jeunes, parce qu'on sait très bien qu'il y a des jeunes qui franchissent des pas tellement tôt que c'est un peu difficile, si on les laisse là où ils sont, qui continuent, qui s'améliorent, j'ai envie de dire, et qui changent de cap. Et en les laissant là où ils sont, sans changer de cap, ils finissent en prison à 18 ans et 2 jours. Sophie Darel. Oui, je voulais vous dire, je suis complètement d'accord avec vous, mais vraiment, c'est tellement évident. C'est-à-dire que les jeunes, les enfants, comme j'étais moi à mon âge, voilà, j'étais une vraie môme. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Moi, je suis allée l'autre jour dans une réception et j'ai vu dehors un môme de 13 ans qui était ivre-mort dans la rue à 13 ans. Et je me disais, mais pourquoi il n'est pas chez ses parents? Pourquoi on vient pas le chercher? Voilà. Donc il y a à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'il y ait une réorganisation, parce que même la police telle qu'elle a été conçue, elle est complètement dépassée par autant de violence. On n'a jamais connu une violence comme en ce moment. Donc voilà, on est dépassé. Mais bien sûr. Philippe Bilger, oui, allez-y, madame la sénatrice. Il y a quelque chose dont on ne parle jamais, parce que c'est pas bien, c'est ce qu'on appelle la carence éducative. La carence éducative, elle existe. Il y a des parents, malheureusement, qui ne savent pas prendre en charge leurs enfants ou qui ne veulent pas. Eh ben, les gamins, ils n'en paient les conséquences. Voilà. Ou qui travaillent toute la journée, notamment les mères célibataires. Il y a 3-4 gamins de 13-14 ans qui sont à la maison. C'est pas une fatalité non plus. Non, bien sûr. Il y a des mères célibataires qui s'en sortent très bien. Philippe Bilger. Mais le problème, et j'espère que le projet de loi sur les mineurs qui est dont on parle depuis ne sera pas voté, parce qu'il me paraît être en totale contradiction avec ce qu'il faudrait faire. D'abord, il est paradoxal de continuer l'éducatif comme s'il était prioritaire, alors qu'au moins on pourrait favoriser plutôt la répression. Deuxième élément, Madame la sénatrice l'a dit, il est absurde de parler de l'ordonnance de 45 comme si c'était une sorte de totem, alors que la minorité d'aujourd'hui n'a plus rien à voir. Quand on sait que 50% des vols avec violence sont commis par des mineurs de 16 à 18 ans. Je n'ai pas l'habitude de dire beaucoup de bien du quinquennat de Nicolas Sarkozy sur le plan de l'état de droit, mais il avait proposé quelque chose qui me semblait évident. Plutôt que de mettre en œuvre en permanence une excuse de minorité qui réduit de moitié la peine avant même le procès, eh bien il faudrait accepter l'idée d'un tribunal correctionnel pour les mineurs de 16 à 18 ans. Ce serait beaucoup plus cohérent et ferme que le reste. J'aimerais donner la parole, il nous reste quelques minutes, à Bruno Bartocchetti qui est avec nous, policier, secrétaire national du SGP Police FO chargé de la zone sud. Bruno Bartocchetti, vous entendez le débat depuis quelques minutes sur l'excuse de minorité, la minorité qui n'est plus la même il y a 30 ans que maintenant. Tout ce qu'on a décrit là, vous le voyez sur le terrain, j'imagine. Je ne sais pas combien d'années de terrain vous avez, Bruno, mais entre il y a 25 ans et maintenant, j'imagine que tout a radicalement changé. Tout a été dit de manière très très juste. Effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on a affaire à un mineur de délinquant violent de 16 ans, même de 13 ans, ça n'a absolument rien à voir avec la grande majorité des mineurs qu'on pouvait rencontrer il y a 25 ou 30 ans. J'ai plus de 30 ans de police et c'est vrai qu'on a pris beaucoup de retard. Et lorsqu'aujourd'hui on parle des mineurs, si on ne réagit pas, ces mineurs-là bientôt seront parents.
et on va continuer. Vous voyez, on a déjà ce problème-là, il existe depuis des décennies et on dérive depuis très longtemps. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on parle de la justice, vous savez, je connais de nombreux juges et procureurs qui ont envie d'être fermes et sévères et qui n'en ont pas les moyens. Il faut donner effectivement des moyens à la justice, de manière à travers les ordonnances, à travers des moyens eux aussi en effectif et en matériel pour pouvoir appliquer la loi, parce que lorsqu'on parle de laxisme, c'est faux. On a aujourd'hui des procureurs et lorsqu'on parle de laxisme, en tout cas de laxistes, il y en a très très peu chez les juges et chez les procureurs qui n'ont pas les moyens, eux aussi, d'appliquer des sanctions sévères à l'endroit de mineurs aujourd'hui qui ne sont plus des mineurs quand on les rencontre. Ils ne sont pas dans l'état d'esprit du petit mineur qui regarde Babar à la télé, quoi. Et puis surtout, ils savent qu'ils ne risquent rien, Bruno. Bah oui, c'est ça le problème. C'est ça, mais ils savent qu'ils sont impunis. Ils savent que pour certains, on ne peut pas les reconduire non plus à la frontière, pour ceux qui sont d'origine étrangère. Donc ça aussi, c'est un lourd problème. Et c'est un problème pour les policiers, mais c'est un problème pour les commerçants, c'est un problème pour les centres-villes des grandes circonscriptions qui aujourd'hui on retrouve les mêmes personnes régulièrement en garde à vue. C'est très très difficile de fonctionner effectivement avec ces mineurs isolés qui font leur loi en fait. Ils ont raison de se sentir impunis parce qu'on ne peut pas les punir. Et là, ça devient un sacré problème et c'est grandissant. Il n'y a plus la crainte de l'État, il n'y a plus la crainte du juge ou du policier. C'est ça, exactement. Mais le drame, c'est qu'on est passé d'un État régalien, d'un État fort. Alors déjà, y a-t-il encore un État en France? Alors, on peut déjà se poser la question. Donc, si on se pose la question, y a-t-il encore un État? La question s'il est fort ne se pose pas. D'accord. Regardez, aujourd'hui, on est devenu dans l'État nounou. Parce que depuis des années, on est dans la culture de l'excuse. Ouais, c'est toujours l'excuse, ce n'est jamais de la faute du coupable, c'est d'ailleurs très souvent de la faute de la victime. Donc le souci, c'est qu'on a tellement inversé les valeurs depuis 40 ans en France que, comme on dit chez moi dans le sud-ouest, aujourd'hui on est cul par-dessus tête. Ah, bah c'est joli comme expression. Philippe Bilger. Mais je suis beaucoup plus d'accord avec ce que vient de dire Philippe David que lorsqu'il a pris l'anecdote de son mineur 65 fois condamné. Mais Bruno Bartocchetti disait que c'était vrai, hein, que des cas comme ça, il envoyait. Absolument. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit notre ami Bruno Bartocchetti, mais nous sommes tous d'accord, mon cher Philippe aussi. Donc c'est assez rare pour être souligné. Ah oui, alors ça c'est sûr. Non, mais de toute façon, on est tous d'accord pour l'excuse de minorité, ça on est d'accord. Et vous avez raison, Philippe Bilger, que l'ordonnance de 45, on sait plus trop à quoi elle sert. On a la chance d'avoir une sénatrice qui a été maire à Saint-Gratien, dans le Val d'Oise, qui sait de quoi elle parle. Et d'ailleurs, je crois, Madame la sénatrice, vous avez été agressée, non, à Saint-Gratien, vous, lorsque vous étiez maire? Oui, il y a une dizaine d'années par un trafiquant de drogue. Ah, bien. Voilà. Bon. Non, mais elle a été agressée il y a quelques jours chez elle aussi. Elle avait parlé dans Les Vraies Voix. Et c'est vrai, évidemment, vous avez reçu dans Les Vraies Voix. Et puis, Bruno Bartocchetti, policier qui est avec nous et qui nous explique évidemment que, tous ces mineurs qui se sentent impunis et qui, vous me dites si je me trompe, Bruno Bartocchetti, mais j'ai l'impression que, j'ai entendu plusieurs policiers me dire, ces mineurs viennent devant nous et nourris au visage, j'ai envie de dire. Nourris du verbe rire, évidemment. Oui, c'est sûr. Ah non, mais c'est exactement ceci. Et puis bon, vous devez bien évidemment comprendre aussi que lorsqu'on interpelle un mineur, lorsqu'on le reconduit au commissariat, c'est beaucoup de temps. Et j'ai envie de dire, malheureusement, c'est presque du temps perdu. Vous imaginez la façon dont je suis en train de m'exprimer aujourd'hui, c'est on mobilise de nombreux policiers. C'est beaucoup de temps pour des procédures qui n'aboutissent pas parce qu'on a un problème d'ordonnance, on a un problème juridique en France, un vide juridique. Et là, il est temps de réagir parce que le travail des policiers, il est fait proprement, le travail des parquetiers, des procs, ce travail-là, il est fait de manière constructive pour le bien de la République, pour le respect des lois, pour le bien-être de nos concitoyens. Et malheureusement, alors il n'y a pas que des mineurs qui sont délinquants, mais bon, il y a une certaine force pour eux en ce moment puisqu'ils ont comme je vous l'ai dit précédemment, ils ont de bonnes raisons de penser qu'ils sont libres et impunis puisqu'on ne peut pas les punir. Oui, ils ont raison en définitive. Donc, merci à vous Bruno Bartocchetti. Merci à vous, secrétaire national de SGP Police FO, chargé de la zone sud. Et oui, il a un bel accent, Bruno. Du soleil. Merci à vous. De la zone sud, Montpellier. Voilà. Alors, on vous salue. Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice LR du Val d'Oise, rapporteuse du texte sur l'islam politique en France. Merci Madame la sénatrice.